Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro de Sciences et Technologies sur Duc Télévision, une émission à caractère pédagogique et surtout technique qui vous apprend les bases des différents domaines qui accompagnent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble avec vous à créer un réseau LAN. Qu'est-ce qu'un réseau LAN? Comment il fonctionne? Quels sont les supports de communication qu'il utilise? C'est à découvrir dans la première rubrique de votre émission, Invité de la semaine. Nous le disions tantôt, nous allons apprendre aujourd'hui à créer un réseau LAN. Nous avons invité sur ce plateau pour vous un informaticien qui s'occupe des réseaux. Bienvenue à vous, M. Rodé Badibanga. Bonjour, M. Hig. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir accepté de venir nous apprendre à créer un réseau LAN. Et merci surtout de venir partager avec nous les réseaux informatiques. C'est quoi les réseaux informatiques? Merci, M. Hig, pour la question posée. C'est quoi les réseaux informatiques? Tout d'abord, on devait un peu parler de l'informatique d'abord, avant d'aller sur les réseaux informatiques. Parce que vous le savez bien, il y a plusieurs réseaux. Il y a le réseau de malfaiteurs, le réseau des neurones, mais là, nous, on va parler de réseau informatique. Alors, on revient un peu à l'informatique. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Nous devons comprendre que tout ce qui s'est fait de manière automatique, c'est ça de l'informatique. Maintenant, je vous réponds par rapport au réseau informatique. Le réseau informatique, c'est l'ensemble des équipements ou des objets qui sont mis ensemble afin de partager des ressources. Ces ressources peuvent être matérielles ou logicielles. J'explique. Nous, on parle de réseau informatique. Nous avons un ensemble d'objets. Un ordinateur, c'est un objet dans le réseau. Un téléphone, c'est un objet dans le réseau. Maintenant, si on met ces objets ensemble, afin qu'on puisse partager des ressources, nous formons ce que c'est le réseau informatique. D'accord, parlant seulement des réseaux, surtout du thème d'aujourd'hui, le réseau LAN. LAN, on dirait que c'était un sigle, L-A-N. Ça veut dire quoi un réseau LAN? Voilà. Les LAN, on a souvent tendance à abréger LAN, mais maintenant les LAN, c'est en anglais. Les L signifie local, les A signifie area et les N c'est network. Network signifie réseau en anglais. Area c'est une zone. Maintenant, nous sommes dans une zone, un réseau qui se situe dans une zone qui est locale. C'est ça les LAN. Local, c'est-à-dire il peut prendre combien de kilomètres carrés pour fonctionner? Voilà. Si on crée quelque chose sur ces plateaux, c'est ça le local. Là, on est en local. Alors, quelle est son importance? L'importance d'avoir un réseau LAN. Voilà. L'importance d'avoir un réseau LAN, il y a plusieurs raisons. Vous savez, aujourd'hui, tellement que le traitement de l'information est automatique et le besoin de consolider le travail s'annonce de plus en plus. Alors, on a besoin d'un réseau local. Alors, pourquoi il faut avoir un réseau local? Je donne un exemple. Nous sommes dans un immeuble à 2 bâtiments. Vous êtes dans le deuxième, moi je suis au premier niveau. Il s'est fait que vous voulez avoir un fichier qui se trouve chez moi, au premier niveau. Je ne vois pas pourquoi vous devez vous déplacer du deuxième niveau jusqu'à descendre chez moi. Quand on est en réseau, il est facile que je puisse vous transférer les fichiers à partir de là où vous êtes, sans pourtant vous puissiez vous déplacer. Deuxièmement, nous avons un fichier sur lequel on travaille ensemble. Un tel fichier, on le mettra en réseau et tout le monde a accès au fichier. Dès qu'il finit de travailler, il ne prend pas les fichiers avec lui, le fichier reste en réseau. Troisièmement, vous savez que nous aimons beaucoup suivre des films, des vidéos. Bien sûr. Vous avez un gros fichier, par exemple de 10 gigas, vous voulez me le donner. On n'a pas un support matériel pour pouvoir les copier. À partir du réseau, il est possible de copier ces gros fichiers de 10 gigas vers votre machine simplement grâce au réseau. Il y a tellement beaucoup de raisons. C'est celle-là que je préfère donner pour l'instant. Déjà, pour créer un réseau LAN, j'espère qu'il faut un bon nombre de matériels. Quels sont les matériels vraiment importants pour en avoir? Bon, voilà. Pour réaliser un réseau LAN, vous devez vous munir de certains matériels, certains équipements pour pouvoir réaliser cela.
Vous devez avoir d'abord les ordinateurs, parce que vous ne le ferez pas simplement comme ça. Il faut avoir au moins 2 ordinateurs. Deuxièmement, il faut avoir un équipement, un nœud central. Un nœud central qu'on appelle généralement switch en anglais, en français c'est commutateur. Derrière cet équipement, il y a des ports Ethernet. Vous devez en avoir. Alors, troisièmement, il faut avoir le support qui va vous connecter au fait. On a le câble ITP, le câble APR torsadé. Ça, c'est déjà un préfabriqué. Ouais. Il est possible de le réaliser aussi. Alors, quand vous avez des ordinateurs, vous avez un nœud central et un support de transmission. Il vous manque une chose. Il vous manque un plan d'adressage. Vous savez, nous, on considère le réseau comme une avenue. Dans une avenue, il y a des parcelles. Et dans chaque parcelle, il y a des numéros. Alors, notre réseau, c'est comme l'avenue. Nos ordinateurs, ou soit nos équipements, ce sont des parcelles. Et chaque parcelle, il y a un numéro. Alors, nous, en réseau, les numéros qu'on donne aux équipements réseau, on appelle ça adresse IP. Adresse IP. IP, on dit que c'était un cycle. IP, ça veut dire quoi, IP? Voilà. IP, ça signifie Internet Protocol. Alors, vous savez, on parle d'Internet. Internet est basé sur le protocole IP. Donc, IP pour Internet Protocol ou protocole d'Internet. Donc, IP, c'est juste une adresse bien identifiée, ou soit une adresse qui identifie un ordinateur qui est dans un réseau. Moi, je vais appeler ça un numéro qui va identifier un équipement dans le réseau. Pour gérer cette adresse IP, je crois qu'il faut des procédures. Comment cette adresse IP est constituée? Elle est constituée de combien de choses et comment faire pour mieux la gérer? Voilà. Une adresse IP, comme on venait de le dire, c'est simplement un numéro. L'adresse IP a 2 versions. On a la version qu'on appelle généralement IPv version 4 et IP version 6. Alors, aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus utilisé, c'est la version 4 pour l'instant. La version 4 n'a que 4 octets, mais ça forme 32 bits. Dans chaque octet, on a 8 bits. Comme c'est 4 octets, on a 32 bits. Vous comprenez? Oui. Alors, cette adresse IP a encore 2 formes, je vais dire. Il y a des adresses IP qu'on appelle des adresses IP publiques et des adresses IP privées. Quand on a une adresse IP privée, c'est-à-dire c'est une adresse IP que moi je configure sur mon réseau local, sans qu'on puisse m'imposer. On ne va pas me demander pourquoi tu as mis ça. Ça, c'est en local. Mais il y a des adresses IP qui circulent sur Internet. C'est-à-dire, vous et moi, nous pouvons nous retrouver sur Internet, mais avec une seule adresse IP publique qui va nous identifier. Je vous explique. On crée une autre LAN ici. On a besoin d'aller sur Internet. Quand on va aller sur Internet, il y aura une IP publique qui va nous identifier sur Internet. Parce que nos IP qui sont locales n'ont pas droit d'aller sur Internet. C'est pourquoi vous allez remarquer, vous êtes ici, vous écrivez à quelqu'un qui n'est pas dans le même emplacement que vous, mais vous arrivez à l'atteindre. Ça, c'est l'IP public qui circule sur Internet. Si vous voulez vraiment comprendre ça, c'est comme si on vous dit, vous n'avez pas droit d'aller au centre-ville. Maintenant, vous arrivez à la ligne qui vous sépare du centre-ville à là où vous êtes, un véhicule vous prend, il vous met dedans et vous fait entrer en ville. Vous comprenez? Oui. En ville, au centre-ville, on voit que le véhicule, on ne vous voit pas. Vous faites tout ce que vous voulez faire en ville. Si vous voulez rentrer, il vient là où il vous avait pris, il vous dépose. Vous rentrez à pied et lui il fait ce qu'il veut faire. Le véhicule, c'est l'adresse IP publique. Au centre-ville, on n'a vu que le véhicule. Or, en réalité, dans le véhicule, il y avait quelqu'un qui était dedans. Et la personne qui était dedans, c'est ça l'IP privé. Bien. Je disais au début que cette émission a un caractère pédagogique et surtout technique. La spécialité, c'est qu'ici, on démontre. Alors, pour que les gens puissent mieux comprendre, j'espère que vous allez, avec tous les matériels que vous avez là,
essayer de créer un réseau LAN sur ce plateau. Par où faut-il commencer? Bon, nous avons déjà nos 2 machines qui sont là. Et nous allons aussi utiliser une technologie qu'on appelle technologie de virtualisation. C'est-à-dire, il y a un PC, il y a un autre, mais sur ces PC, on a encore un autre PC qu'on a virtualisé. Une machine virtuelle. Voilà, on a une machine virtuelle. Nous avons notre nez central qui est déjà là et on a un access point. Un access point en anglais, en français, point d'accès. C'est-à-dire, vous allez quelque part où il y a le Wi-Fi. Le Wi-Fi est réalisé grâce à un équipement qui fait le Wi-Fi. Nos téléphones se connectent à un point d'accès. Le point d'accès est là, qui propage des ondes de radio. Et nous, à partir de nos téléphones, on arrive à voir les signaux et on se connecte. Ça, maintenant, c'est une technologie appelée le WLAN, pour Wireless Local Area Network. Mais il y a aussi la technologie Ethernet, c'est-à-dire la technologie des câbles. Comme je l'ai dit au début, c'est un câble préfabriqué. Mais il est possible de réaliser ça. Alors, si vous permettez, on peut commencer par faire une première pratique. Bien sûr. Nous allons sortir un câble. Voilà. Nous avons un câble qui est là. Les câbles, on les vend. Les câbles, on les vend. Mais maintenant, on a besoin de mettre ces connecteurs RJ45. Alors, nous voulons que ces câbles deviennent comme celui-ci qui est préfabriqué. Ça, nous, on appelle ça pince à sertir. C'est quoi son rôle, pince à sertir? Ça nous aide à beaucoup de choses. Avec lui, je peux couper ces câbles. C'est avec lui que j'arriverai à sertir. Vous comprenez que les connecteurs sont là, mais vous ne pouvez jamais les détacher d'ici. Alors, c'est un travail que lui, il fait. Alors, pour le faire, comme souvent on dit, on va dénider. D'accord. Moi, je vais insérer comme ça. Non, c'est comme ça. C'est bon? Oui. Je vais faire ça. Ça va me permettre de dénider comme ça. Vous voyez? Oui. Maintenant, je vais choisir mes paires. On appelle ça paire torsadée parce que c'est en forme de torsade, comme ça. Alors, je vais les séparer. Comme je l'ai dit au début, ça nous permet aussi de couper. Je vais faire ça, sans enlève. Je n'ai pas besoin de ça. Comprenez? Ça, je n'ai pas besoin de ça. Maintenant, il faut classer ces paires par rapport au code de couleur. Je commence par orange-blanc. Je vais prendre le vert blanc. Ça sera le deuxième. Bien sûr, après. Ça. Je vais prendre ça. Orange. Orange. Ouais. Je vais prendre le bleu. Le bleu blanc. Je vais prendre le bleu. C'est bon. Je prends le vert. Je vais prendre l'orange. Orange blanc plutôt. Et puis on aura plutôt le chocolat à la fin. Orange chocolat et chocolat à la fin. Et cette façon de classer ces couleurs, c'est universel? C'est qu'il faut respecter ça? Cette façon de classer régit à 2 normes. On a la norme 568B et A. Maintenant, quand je dis A et B, c'est-à-dire quand vous réalisez un câble avec la norme A, vous faites un câble croisé. Les câbles croisés permettent de relier des équipements de même nature. C'est-à-dire, j'ai un laptop et un autre laptop. Si je veux relier, je vais faire un câble croisé. Mais si je veux relier un ordinateur avec cet équipement, je vais avoir le câble droit. Alors, le câble droit est régi sous la norme 568B. Alors ça, nous faisons le câble droit. Bien sûr. Donc, après avoir arrangé tout ça, je vais couper.
Je vais couper. C'est pas vrai. Bon, vous comprendrez que je rends ça très bien. Sinon, après avoir très bien coupé, il faut que ça soit vraiment très bien coupé parce qu'il faut le faire entrer ici. Dans ce connecteur des câbles. Dans ce connecteur RJ45. Alors, comment je le touche? Je les renverse comme ça. L'objectif est de faire entrer tout ça ici, jusqu'à la fin. Oui. Alors, je vais faire ça. Je vais le faire entrer. Il faut que ça entre. Si ça entre jusqu'à la fin, très bien là, comme ça. Oui. Je dois m'assurer que l'orange blanc est à la première position comme je les avais classés. Une fois que c'est bien fait, jusqu'à la fin, je vais maintenant prendre ça. Notre pince est multiforme parce qu'il y a aussi des... Ça, c'est un RJ45, il y a aussi RJ11 pour des liaisons de téléphonie. Alors, je vais choisir là où on a 8P. 8P pour dire 8 paires. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est 8 paires, c'est voilà. 8 fils dedans. Ouais, voilà. Je vais faire ça. Vous comprenez? Oui. Quand je vais l'introduire, simplement, je vais appuyer. Une fois appuyé, Câblé. c'est fini. Le câble est sorti. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on a fini. Maintenant, comment savoir si le câble a été bien fait, comment il était bien serti? Voilà. Pour tester, généralement, on a un testeur de câbles. Malheureusement, on n'en a pas amené. Voilà, il y a un testeur de câbles où on aura d'un côté un port comme ça. Et ça aussi, on mettra de l'autre côté. Et puis, simplement, il faut appuyer. Quand vous trouvez que vos 8 fils donnent correctement, donc les câbles fonctionnent. Bien. Maintenant, pour créer un réseau LAN, on peut maintenant continuer. Après avoir serti le câble, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, nous avons notre câble. Hein. On doit faire ça. On connecte ici. Il faut brancher au port Ethernet de la machine que je vais brancher. On prend ça aussi. On va mettre là. On doit connecter ici. Il y a un port qui a une différence de couleur sur cet équipement, un port qui a la couleur bleue. On dirait qu'il est différent. C'est quoi son rôle? C'est simplement différent parce que quand vous avez de la connexion Internet qui vient vers un fournisseur, la connexion passe par ces ports WAN, par ce port bleu. Et le reste de ports en jaune, c'est votre partie locale. Donc l'Internet vient par ici et vous, ça sort dans vos PC par ces ports ici. Alors, comme on a branché, maintenant nous allons réaliser les configurations ici. Parce qu'on a nos machines, on a notre équipement central. Je l'ai dit au début, il faut avoir un plan d'adressage. Alors nous, on va mettre un plan d'adressage pour faire communiquer ces machines. C'est ce que nous allons maintenant faire. Okay. Alors, comme nous sommes en local, il y a une notion qu'on appelle notion de groupe de travail. Si nous ne sommes pas en groupe de travail, si ces deux machines sont dans un même groupe de travail, une troisième machine s'ajoute qui n'est pas dans le même groupe de travail, la machine ne pourra pas se communiquer avec les deux autres machines. C'est quoi d'abord un groupe de travail? Un groupe de travail, quand on est en architecture peer-to-peer ou poste à poste, c'est-à-dire cette machine n'a aucune influence sur l'autre. Là, on est en poste à poste. Mais il y a aussi l'architecture client-serveur. C'est-à-dire, nous avons un serveur et nous avons nos stations clientes qui demandent ou soit qui bénéficient de services de notre serveur. Là, ces machines vont être sous l'influence de notre serveur. Deuxièmement, cette machine a un compteur local. C'est-à-dire,
la personne qui ouvrira cette machine sera la personne qui a les mots de passe d'ici. Un compte utilisateur. Un compte d'utilisateur. Alors, si on est en architecture client-serveur, on a un compte de domaine. En client-serveur, on parle de domaine. Mais en poste, on parle de groupe de travail. Vous comprenez? Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On commence par créer le groupe de travail. Maintenant, pour créer le groupe de travail, vous devez aller aux paramètres de la machine, paramètres de votre ordinateur. Il y a un paramètre qu'on a écrit « Changer et modifier le paramètre ». C'est là-bas que vous devez aller. Vous allez dans « Modifier ». Vous allez mettre votre groupe de travail. Le groupe de travail, c'est au choix. Nous, comme on est dans le cadre de l'émission high-tech, on peut mettre le groupe de travail high-tech. Bien. Mettons high-tech. C'est ce que nous allons mettre. Après avoir créé le groupe de travail, il est impératif de redémarrer votre ordinateur. Sinon, les paramètres ne vont pas s'appliquer. Alors, après ça, nous, on va redémarrer. Mais, il est aussi possible de faire toutes les configurations possibles et à la fin, vous redémarrez une seule fois pour toutes. Alors, nous avons créé notre groupe de travail. On va passer maintenant à la configuration IP. C'est-à-dire nous allons affecter une adresse IP à notre équipement. Oui. Alors, on va se positionner à l'icône du réseau en bas. Souvent, c'est en bas, vous allez voir l'icône du réseau. Vous allez faire un clic droit, ouvrir les centres réseau et partage. C'est là-bas que nous allons aller. Et puis, un PC peut avoir plusieurs cartes réseau. Si je me connecte par Wi-Fi, je vais avoir une carte réseau Wi-Fi. Si je me connecte par câble, je vais avoir une carte réseau par câble. Alors, il faut choisir laquelle de ces cartes vous voulez affecter l'adresse IP. Tout d'abord, une carte réseau, c'est quoi son rôle dans un ordinateur? Une carte réseau, c'est un équipement, je dirais, électronique qui est là. C'est simplement une carte qu'il faut, la carte par laquelle on branche notre câble, on branche notre support de transmission. Là, c'est quand on est en technologie Ethernet. Mais quand on est dans le WLAN, c'est simplement vous allez seulement voir, votre access point va injecter ces ondes et vous allez voir simplement un SSID. Un SSID, c'est généralement le nom qu'on donne à un réseau Wi-Fi. C'est ça ce que nous on appelle SSID. D'accord. S'il faut revenir ici, nous allons affecter l'adresse IP. Nous allons affecter l'adresse IP. Ça, on le fait à la machine virtuelle. Oui. Après, on fera la même chose avec la machine physique. Ainsi que cette machine. D'accord. Alors, on affecte l'adresse IP. Je pourrais dire quelque chose par rapport aux adresses IP. Oui. Les adresses IP, il y a des classes d'adresses IP. On a la classe A, la classe B, la classe C, D et E. Mais les D et E, ce sont des classes en expérimentation qu'on n'utilise pas. D'ailleurs, quand on va migrer totalement sur l'IPv6, on va même laisser l'IPv4. Pourquoi? Parce qu'en IPv6, on a 128 bits à la place de 32 pour l'IPv version 4. Alors, dans la classe A, nous avons sur les 32 bits, dans les 8 premiers bits, c'est la partie réseau. Les 3 derniers bits qui restent, c'est la partie machine. Vous comprenez? Oui, oui. Maintenant, quand nous allons à la classe B, on divise par D. Les deux premiers octets, c'est la partie réseau. Les 2 derniers restent pour la partie machine. Si nous allons à la classe C, les 3 premiers octets, c'est la partie réseau. Le dernier, c'est la partie machine. Comme pour dire, si nous sommes en classe A, on a une possibilité de millions de PC connectés. C'est-à-dire, sur les 32 bits, qu'est-ce que moi je fais? Comme le premier octet, ou soit les 8 premiers bits sont pour la partie réseau, donc les 24
bits qui restent, ça sera la partie machine. Si je fais 2 exposants 24, le nombre que je vais trouver, ce sera le nombre de machines que je peux connecter avec des adresses IP de la classe A. Bien sûr. La même opération pour la classe B. Je divise par D. Donc je vais avoir 2 exposants 16. Une affaire de 65 300 et quelques machines que je dois avoir dans mon réseau. La classe C maintenant? Maintenant, la classe C, c'est là où on n'a pas beaucoup d'équipements connectés. Parce que le 3 premiers octets, c'est pour la partie réseau. Les derniers octets, soit les 8 derniers bits, restent pour la partie machine. Comme c'est 8, on va faire 2 exposants 8, ça va nous donner 256. Mais dans cela, que ce soit dans la classe A, la classe B ou la classe C, nous avons 2 adresses IP qu'on n'utilise pas. Il y a l'adresse IP du réseau, plutôt l'adresse réseau, et l'adresse de broadcast. La différence entre les deux? La différence est que l'adresse réseau, c'est l'identifiant de votre réseau. On reconnaît votre réseau par cette adresse réseau-là. Maintenant, l'adresse de broadcast, c'est quoi? L'adresse de broadcast, c'est une adresse qui s'assure que tout le monde est connecté. Je viens, je vous trouve, je dis à tout le monde bonjour. Je ne vous salue pas en particulier, mais je dis seulement bonjour à tout le monde. Et le broadcast, cette adresse permet d'envoyer des broadcasts à tous les équipements connectés pour s'assurer que tout le monde est là. Bien. Alors, si on fait 256 moins 2, ça va nous rester 254. Comme pour dire, si vous utilisez les adresses IP de classe C, avec le masque par défaut, vous allez avoir au moins 254 équipements qu'il faut connecter. Plus de cela, ça ne sera plus possible. Alors, nous, on va affecter notre adresse IP. Oui. Pour ce choix, nous, on prend... moi, j'aime utiliser les adresses IP de classe A, mais il y a une notion qu'on appelle les subnetting, les sous-réseaux. C'est-à-dire, le masque de sous-réseau s'accompagne toujours avec l'adresse IP. Mais le masque de sous-réseau, son plus grand travail, ça sert à déterminer la taille de votre réseau. Vous comprenez? Oui. Maintenant, moi, je vais utiliser les adresses IP de classe A, mais avec un masque de sous-réseau de classe C. Allez. Alors, on va mettre ça. Ça sera donc, vous avez choisi quel genre de... Ça sera 10.15.29, point quelque chose à la fin. Le quelque chose à la fin, c'est... Le quelque chose peut être point 1, point 2, point 3, jusqu'à 254. C'est donc la spécialité de la machine. Donc c'est là où la machine est localisée. C'est-à-dire que, comme on doit affecter des adresses IP, deux machines ne peuvent pas avoir une seule adresse IP. Ça fera ce qu'on appelle conflit d'adresse. Si on veut atteindre cette machine et que cette machine a la même IP que l'autre, finalement, on va atteindre quelle machine? C'est ça le problème. C'est pourquoi on choisira, cette machine pourra être la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à la 254e machine. Ok. Alors, ce que nous, on va faire ici. Après avoir réalisé avec notre machine virtuelle, on va faire ça avec la machine physique. Toujours les 10, quelque chose. Voilà, toujours on commence toujours par 10 parce qu'il y a la partie réseau et la partie machine. Comme nous sommes dans 10.15.29, quelque chose à la fin, notre machine ici aura 10.15.29.1. Notre virtuelle machine pourra être point 2 et la troisième machine sera point 3. Alors, c'est ce que nous allons mettre. Voilà. Nous avons mis nos adresses IP. On peut passer maintenant au redémarrage de la machine. Bien sûr. On redémarre nos paramètres. Quand on redémarre, on attend. Hein? Oui, pas de problème. Il n'y a rien à faire. En attendant que les machines redémarrent, comment maintenant on saura que
le réseau est bien mis en place, Voilà. Une fois que c'est fini, vous ouvrez le gestionnaire de vos fichiers. Au coin, il y a un paramètre réseau. Et c'est là que vous verrez tous vos ordinateurs vont s'aligner là-bas. Si j'avais nommé votre machine Hugues, moi c'est Ordin, je veux voir Hugues et Ordin. Et plus tard, on verra comment on peut partager les fichiers. C'est-à-dire, il y a une vidéo sur votre machine, mais moi j'arrive à lire ça depuis ma machine. Ok, rapidement, puisque la télé c'est le temps, comment on partage les fichiers entre les différentes machines connectées à un seul réseau? Voilà. Je commence par créer un dossier. Je crée un dossier. Après avoir créé un dossier, je dois maintenant copier quelque chose dedans. Mais après avoir copié, je vais faire un clic droit. Je vais aller dans les propriétés de ce dossier-là. Il y a l'onglet Partage. Je vais aller dans Partage avancé, partager ce dossier. Si je vais donner des droits ou des autorisations, je peux les faire. Mais simplement, après avoir partagé, vous appliquez, vous faites OK. Là, le dossier est partagé. Donc, on ne partage que le dossier, pas le fichier lui-même. C'est-à-dire, je crée un dossier sur lequel je mettrai les fichiers dedans. Okay. Alors, après avoir partagé de cette manière, là, vous avez partagé les dossiers. Mais les fichiers dedans ne sont pas partagés. Alors, sur le même fichier, je fais clic droit. Je vais aller dans accorder l'accès et puis j'irai dans des personnes spécifiques. Là, je choisis des personnes parce qu'on peut être à 3. Il y a un fichier sur le réseau, mais que vous et moi seulement nous voyons, l'autre ne le voit pas. Alors, j'ai fait ça. Je vais maintenant choisir tout le monde. Je vais accorder l'accès à tout le monde. Je vais ajouter. Je donne le niveau d'autorisation lecture et écriture. Et puis, je partage les fichiers. C'est fini. Maintenant, pour voir ça, depuis mon ordinateur, comme je vois votre ordinateur dans le réseau, j'accède. Et dedans, je verrai les dossiers qui étaient partagés, y compris les fichiers qui sont dedans. Vous avez parlé de deux possibilités de connecter les ordinateurs pour créer un réseau, entre autres la technologie Ethernet et la technologie WLAN. Alors, la technologie WLAN utilise beaucoup plus les ondes électromagnétiques qui sont émises par les équipements, comment dirais-je, les points d'accès. Ces zones, j'espère que ça puisse avoir des inconvénients à la santé des personnes. Quels sont les inconvénients que ça peut avoir? Vous savez, les équipements qui connectent différents terminaux en sans fil ont de fréquences. Il y a le Wi-Fi de 2.4 gigas. Là, nos téléphones peuvent se communiquer. Mais il y a aussi de 5 gigas où il y a des téléphones qui ne se communiquent pas avec ça. Alors, le personnel de la santé, ceux qui ont fait médecine, savent déjà ce que c'est la puissance des ondes radio à partir déjà de 2.4 gigas, c'est que ça peut donner à la santé. Aujourd'hui, ça ne peut rien faire, mais au fur et à mesure que vous restez sur une zone radiofréquence, parce que vous le verrez même si vous voulez accéder à un site GSM, déjà à la porte, on vous met un panneau d'attention pour dire que c'est une zone radiofréquence, parce que ce sont les zones qui circulent là-bas. Vous comprenez? Ces zones-là, parce qu'il y a les ondes électromagnétiques, et dans les ondes électromagnétiques, nous retrouvons les ondes radio. Alors, ces ondes radio sont vraiment très nuisibles à la santé. Très nuisibles à la santé, ces ondes radio. C'est en tout cas sous cette note que nous mettons un terme à cette première rubrique de votre émission, Invité de la semaine. Tout de suite, nous passons à la deuxième rubrique, Astuces de la semaine, où nous allons apprendre les bases pour créer un réseau LAN. Je voudrais vous parler un peu plus du réseau local aujourd'hui. Notamment, comment résoudre les problèmes usuels et mettre 2 PC en réseau. Le réseau local le plus simple est constitué de 2 équipements. Pour les mettre en réseau, il faut parler du média, autrement dit du moyen de connexion physique qu'il y a entre eux. Les plus connus sont le réseau filaire, aussi appelé Ethernet, et le réseau sans fil, appelé Wi-Fi. Voyons le réseau filaire en premier. Il n'y a besoin que d'un câble réseau qui contient 8 paires de fils. Si vous cherchez à acheter ce câble, on l'appelle Cat5e. Le connecteur d'un tel câble a un petit nom normalisé, RJ45. Les nouveaux adaptateurs réseau filaire sont haut débit, 1 giga par seconde. Ces adaptateurs savent s'adapter à tout, alors que les adaptateurs plus anciens
peuvent nécessiter un câble spécial qu'on appelle croisé. Lorsque deux adaptateurs réseau sont reliés correctement par un câble et mis sous tension, une LED doit s'allumer pour indiquer que la connexion est vivante, ou plutôt active. Une deuxième LED peut clignoter pour signaler des communications reçues. Tant que les deux LED sont éteintes, il faut vérifier si vos câbles sont bien connectés, vos adaptateurs sont bien activés. Un détrompeur permet d'insérer le câble dans le bon sens. Un clip retient le câble dans le logement de l'adaptateur. Voyons en pratique comment vérifier tout cela. Donc vous allez cliquer à droite dans les connexions réseau, où vous allez passer en fait par le panneau de contrôle panel en anglais, ensuite centre réseau et partage, et enfin modifier les paramètres de la carte. Là vous voyez qu'en fait j'ai deux adaptateurs réseau, un Ethernet donc filaire et un Wi-Fi donc sans fil. Mon interface sans fil en fait, elle ne marche pas, je n'ai pas relié d'antenne en fait, et je vais directement la désactiver. Elle ne me sert à rien. Par contre pour mon interface Ethernet, je vais regarder ses propriétés. Donc je vois qu'elle est complètement fonctionnelle sans aucune indication de problème. Je reçois et je transmets les paquets. Je suis connecté à 100 mégabits. Je peux regarder d'ailleurs les propriétés, parce que normalement ma carte est capable de faire mieux. Je vais dans configurer, puis avancer, et je regarde que dans vitesse et duplex, speed and duplex en anglais, j'ai effectivement tous les choix possibles entre 10, 100 et 1 giga. Et le plus sûr, c'est de rester en négociation automatique. Pour ce qui est du Wi-Fi, il faut d'abord avoir configuré votre routeur pour fonctionner en Wi-Fi. Donc il faut lui donner un SSID. Ici je l'ai appelé Clafoot. C'est le nom sous lequel en fait les gens qui vont essayer de se connecter verront apparaître votre routeur. Il ne faut pas le cacher. Il est possible pour des raisons de sécurité de le cacher. Donc il faudra que les noms, les gens sachent explicitement se connecter au nom SSID, ils ne le verront pas apparaître. Bon, ça c'est déconseillé si vous voulez avoir un accès facile. Configurer une clé bien sûr, ici je ne la montre pas bien entendu. Et ensuite il faut se connecter à travers l'interface. Donc connexion réseau, je vais commencer par activer le matériel. Et ensuite, quand je double-clique dessus, j'affiche les réseaux disponibles. Vous voyez ici que le réseau Clafoot que j'ai configuré est déjà visible. Le SSID est visible puisque je ne l'ai pas caché, du coup je le vois apparaître dans mes réseaux Wi-Fi disponibles. Se connecter automatiquement, c'est une fois que vous avez rentré un bon mot de passe, en fait, il va systématiquement rentrer à nouveau votre mot de passe, comme ça vous n'aurez pas besoin de le retaper à chaque fois que vous vous connectez, c'est bien pratique. Et ensuite, lorsque vous cliquez sur se connecter, c'est là où vous devez rentrer votre clé de sécurité réseau. Moi ça ne marche pas comme je vous l'ai dit parce que je n'ai pas mis l'antenne sur mon réseau Wi-Fi, donc il n'arrive pas à communiquer. Mais c'est comme ça qu'on se connecte donc en Wi-Fi. Vous êtes à deux doigts de pouvoir lancer votre première LAN party. Bon, plus humblement, il faut procéder par méthode. La première chose, c'est l'aspect matériel ou média de la connexion. Si les LED s'allument, c'est gagné. Passons à la deuxième étape. Ce sera l'étape IP ou logique et ce sera assez rapide. Enfin, si celle-ci est réussie, il restera la partie applicative et la sécurité. Après ça, vous serez enfin connecté. Pour l'instant, nous avons vu les fondations, la partie matérielle du bas de la pyramide. À ce niveau, au moins une LED doit être allumée pour un réseau filaire, ou vous devez être connecté sur une bande Wi-Fi pour un réseau sans fil. Nous allons voir la partie IP maintenant. Ouvrons d'abord une commande box. Dans le menu Windows, choisissez exécuter, puis tapez CMD. Vous pouvez monter la taille des caractères en faisant propriété, police, et choisir une taille de police plus grande. Dans cette fenêtre, nous allons regarder notre configuration IP avec ipconfig. Je vois que j'ai déjà une adresse IPv4 ici, donc j'ai une adresse IP configurée. C'est parce que j'ai en fait un serveur, un routeur qui m'a donné une adresse IP, c'est ici ma box ADSL, ma Freebox, qui m'a donné une adresse IP. Si jamais je n'avais pas une Freebox
j'aurai une adresse en 169.254. On va rendre l'adresse IP de mon serveur avec la commande ipconfig/release. Et je vois que je n'en ai toujours pas. J'attends un petit peu que Windows en attribue une. Voilà. Vous voyez ici en fait que Windows, au bout d'un certain temps, sans adresse DHCP, en attribue une d'office dans le réseau 169.254. Pour communiquer, les autres équipements doivent avoir une adresse IP qui est compatible avec la mienne, c'est-à-dire dans le même réseau. Pour ce faire, en fait, il faut que le masque de sous-réseau soit fait de telle sorte que leur adresse IP à eux est exactement identique à la mienne pour un masque 255, et par contre peut changer pour les nombres d'adresse IP lorsque c'est un 0. Donc ici, tout PC qui se trouve en 169.254 et ensuite deux nombres correspond et est dans mon réseau local. Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas en fait avoir une adresse IP compatible avec celle de l'autre équipement que vous contactez, il faut peut-être figer votre configuration IP plutôt que de s'appuyer sur la configuration par défaut de Windows ou d'un serveur DHCP. Pour ce faire, allons dans les configurations réseau. Donc c'est le connexion réseau de votre menu. Cliquons dans les propriétés de mon adaptateur Ethernet. Je vais ensuite dans le protocole, ici IPv4, et ici, plutôt que d'obtenir une adresse IP automatiquement, ce qui veut dire que je m'appuie sur un serveur DHCP, je peux le mettre statiquement. Donc je peux prendre une adresse en 192.168.1.43 avec un sous-réseau qu'il a trouvé tout seul, qui me convient parfaitement, et une adresse de passerelle par défaut. Voilà. Je vais mettre pas de passerelle par défaut, de toute façon je reste dans mon réseau local. Et à ce moment-là, je vois que il n'a pas encore pris. Voilà. Là ici, il a pris les changements que je lui ai dit. Ici, 192.168.1.43 avec le mot masque. Donc de cette façon, vous pouvez positionner votre adresse IP et votre masque pour que ce soit compatible avec l'équipement que vous essayez de contacter. Maintenant que nous avons des adresses IP dans le même réseau, nous allons pouvoir échanger des fichiers. Voyons d'abord quelles adresses IP sont actives dans mon réseau. À partir d'une commande box, utilisez la commande arp-a. Je vois pour les types dynamiques, ça c'est mon routeur en fait, mais ça c'était un autre PC que je vais contacter pour échanger des fichiers. Donc dans le menu Windows, vous cherchez exécuter. Astuce de la semaine qui vient mettre un terme à ce numéro de Sciences et Technologies. Merci à vous, M. Ordé Badibanga, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, M. Hugues. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie aujourd'hui. Merci surtout à vous, fidèles téléspectateurs, qui nous avez suivis depuis quelque part. Nous vous disons donc un grand merci. Le rendez-vous est donc pris à la prochaine, à la même heure, sur la même chaîne. Restez donc branchés sur Educ TV.